Animalis, l'expert du bien-être et de la santé de vos animaux depuis 20 ans présente Sud Radio, vos animaux et vous. Et ce matin, dans Vos animaux, nous allons parler des chats, de vos chats. N'hésitez pas à composer le 0826 300 300, le numéro du standard de Sud Radio, pour nous expliquer comment ça se passe à la maison avec votre chat ou avec vos chats. Mon premier invité est vétérinaire comportementaliste. Bonjour Claude Beata. Bonjour. Merci beaucoup d'être là ce matin sur l'antenne de Sud Radio. Claude, vous êtes donc spécialiste du comportement félin. Vous êtes auteur de plusieurs ouvrages, dont un à venir justement sur le chat, dans lequel vous expliquez, vous analysez comment le chat a évolué ces dernières décennies. C'est vrai que le chat a pris une place très importante dans les foyers français jusqu'à devenir l'animal de compagnie préféré des Français. Très largement, puisqu'aujourd'hui on a presque 14 millions de chats, ou un peu plus même de 14 millions de chats, pour à peine 8 millions de chiens. Donc on a vraiment beaucoup plus de chats. Et effectivement, le chat change à notre contact, comme nous changeons à son contact aussi. Il y a un point déjà, je crois, très important à dire à nos auditeurs, c'est qu'il y a quand même une erreur à ne pas faire, c'est prendre le chat pour un petit chien. C'est-à-dire souvent, en fait, parfois la décision est prise de prendre un chat parce qu'on n'a pas la place pour un chien, parce on n'a pas le temps pour un chien. Et il y a des erreurs parfois qui sont inhérentes au fait de demander au chat de réagir comme un chien. Quel type d'erreur, par exemple, Claude Beata ? Premier type d'erreur, et tout bête, mais vraiment très important pour l'équilibre des chats, la façon de les nourrir. C'est-à-dire qu'un chien, on peut le nourrir 1 fois par jour ou 2 fois par jour. Ça correspond à sa façon de faire s'il était seul. Un chat, c'est à la fois, et ça c'est un point primordial, à la fois un prédateur et une proie. C'est un prédateur très efficace, mais il est aussi proie à cause de sa petite taille. Et donc, il va faire que des petits repas pour jamais être dans une espèce de léthargie que l'on a quand on a fait un très gros repas. Pour être toujours en vigilance. Pour être toujours en vigilance. Et donc, il va faire de 10 à 15 petits repas par jour. Quand on n'a eu que des chiens dans sa vie, parfois, en toute bonne foi, quand on prend un chat, on le nourrit 1 seule fois par jour et on va voir apparaître des signes d'anxiété qui peuvent être par exemple du léchage compulsif au point de s'arracher les poils ou de la boulimie qui va faire grossir le chat. On va se retrouver avec des chats obèses et malheureusement ça devient un vrai sujet, il y en a beaucoup. Et alors qu'il suffit de multiplier la fréquence d'alimentation pour que ça aille mieux. Ça ne veut pas dire qu'on lui donne plus à manger, ça veut dire qu'on répartit sa ration plusieurs fois dans la journée. Il faut quand même le préciser. Il faut bien le préciser. Et d'ailleurs, quand on a des chatons et que très vite on leur donne cette possibilité de manger en plusieurs fois dans la journée, ils ont tendance à se réguler très bien. Là où ils ne se régulent pas, c'est s'ils n'ont pas assez souvent mangé. Et donc, à chaque fois, ils vont manger trop. Ça, c'est un bon conseil. On va donner la parole à un premier auditeur qui s'appelle Christian. Bonjour Christian. Bonjour Natacha, et meilleurs vœux encore pour cette année. Mais oui, vous avez raison, nous sommes encore au mois de janvier pour quelques jours. On peut encore se souhaiter cette bonne année. Merci à vous. Meilleurs vœux également. Christian, vous avez des chats à la maison ? Ah oui, bon, moi j'ai toujours vécu avec des chats et là actuellement il ne nous reste qu'une chatte puisqu'on a perdu notre deuxième chatte il y a de 3-4 ans. Donc nous avons une chatte qui s'appelle Neko. Oui. Qui veut dire chat en japonais. Japonais, oui. Et donc, elle a 11 ans, je crois qu'il y a une petite erreur. Elle a 11 ans, d'accord. Ouais, elle a 11 ans, elle est adorable, un peu chiante parfois, je dirais. Pourquoi ? Pour être grossier. Parce que à 5h15 du matin, donc elle commence à tourner autour de la tête de mon fils dans sa chambre, et après, à 6h15, elle vient dans ma chambre, et là, elle vient ronronner près de ma tête parce qu'elle sait que je vais pas tarder à me lever. Ça, les chats adorent faire ça. Voilà. Tiens, d'ailleurs, Claude Beata, expliquez-nous pourquoi, et restez avec nous, bien sûr, Christian, parce qu'on va continuer avec votre récit personnel. Claude Beata, pourquoi les chats aiment-ils autant venir réveiller la personne avec qui ils vivent en ronronnant, en s'installant près de la tête de la personne, en patounant même? Oui. En fait, les chats, ce sont des animaux qui ne sont pas sociaux au départ. Mais par contre, ils établissent des liens d'attachement très forts
avec certaines personnes. Et puis, ils adorent établir des rituels. Oui. Et donc, quand ils s'aperçoivent, comme Christian le disait, que ça va bientôt être l'heure du lever. Il ne faut pas oublier que le chat, au départ, c'est un animal qui est plus nocturne que nous. Donc, il va avoir des périodes de vigilance dans la nuit. Il repère les premiers signes de réveil. Et là, il vient au contact de son être d'attachement. Il se met en harmonie avec lui. Il peut ronronner, il peut patouner. Et puis, généralement, ça correspond aussi à un moment qui va correspondre au premier repas de la journée. On retombe à ça. Et donc, il indique que ça serait bien d'y penser. C'est ça. Et donc, voilà. Et il va venir donner des petits signaux. Moi, j'ai une chatte qui me fait ça aussi. Et elle va jusqu'à des fois, elle se couche sur ma poitrine, puis elle rentre la patte dans le trou du nez. Voilà. Moi aussi, mon chat fait ça. Et j'avoue que, à la fois, je trouve ça particulièrement attachant et attendrissant. Oui. Mais il y a des matins où quand même on aimerait bien dormir tranquille, mais bon, il faut oublier puisqu'on est dans l'ordre du rituel. Donc Christian, avec Meko, c'est comme ça que ça se passe, il vient vous réveiller donc tous les matins, elle vient vous réveiller tous les matins. Oui, et puis dès que j'allume la lampe de chevet, elle se met sur ma poitrine, elle me regarde les yeux dans les yeux, et puis elle commence à griffonner un petit peu, elle dit bon, allez, il faut y aller. Là. Il faut y aller, quoi, allez, debout. Et tant que je ne suis pas dans la cuisine, elle tourne autour de mes jambes, elle miaule, donc bon, elle a toujours une petite réserve de croquettes sur un petit meuble, parce que comme il y a le chien, si le chien se lève, le chien lui mange ses croquettes, donc il faut les mettre en hauteur. Il faut être organisé. Voilà, donc ensuite, bon, elle a ses petites croquettes et 2-3 minutes après, hop, il faut sortir. Donc elle sort, après elle revient, il faut lui redonner ses croquettes, elle ressort. Dans la journée, bon, elle a multiples cachettes et couchettes dans la maison. Elle a au moins 5 paniers pour elle toute seule, donc un peu partout. Quand elle n'est pas sur les lits, elle est sur ses couchettes. Et puis quand on est sur l'ordinateur, elle vient s'asseoir sur nos genoux, elle vient se faire câliner. À la télé, c'est pareil. Quand on est dans le canapé, elle vient. Donc, si elle n'a pas envie de rester sur nos genoux, elle change de place. Quand le chien vient sur le canapé, elle s'allonge, surtout le soir, elle s'allonge à côté du chien, quasiment dans ses pattes, et puis ils dorment tous les deux l'un contre l'autre. Oui. C'est mignon, c'est mignon. Merci Christian. Ils se chamaillent aussi parce qu'ils s'attendent dans le couloir et ils jouent un peu à cache-cache. Dès qu'il y en a un qui passe le bout du couloir, l'autre lui saute un peu dessus. C'est bon enfant. Mais voilà, c'est de l'ordre du jeu. Merci pour votre témoignage, Christian. D'ici quelques minutes, on va donner la parole à Lisa. Mais avant, Claude Béatage, j'avais une question qui est la question centrale finalement de ce thème d'aujourd'hui sur l'antenne de Sud Radio. On comprend que le chat prend une place de plus importante au sein de nos foyers. Et ça a eu des conséquences sur le caractère global des chats. Oui, et alors du coup, par rapport au témoignage de Christian, je voudrais aussi souligner un risque d'erreur qui parfois altère la relation entre les chats et leurs propriétaires, en toute bonne volonté, j'allais dire des deux côtés. Les chats, quand ils sont très attachés à quelqu'un, souvent, ils adorent venir se mettre sur ses genoux, ou venir se mettre à côté. Mais ça ne veut pas dire qu'ils veulent être... Christian a dit, elle vient pour être câlinée. Oui. Et ça ne veut pas dire qu'elle veut être touchée. C'est-à-dire que pour beaucoup de chats, vraiment la grande marque d'affection, c'est de venir se mettre à côté, au contact. Ça les rassure, ça leur fait plaisir. Ils émettent beaucoup de signaux de plaisir. Mais finalement, la caresse... Alors, il y a des chats qui aiment beaucoup ça, il faut pas généraliser. Mais il y a des chats pour qui c'est une contrainte qu'on va accepter parce que sinon, on ne peut pas être à côté. Ah oui, donc il faut respecter justement cette proximité tout en étant un peu dans la distance quand même. En regardant, est-ce que vraiment elle vient pour être caressée? À ce moment-là, par exemple, on peut lui proposer la main. Vous savez, ce geste que font les chats. Si elle vient et qu'elle se frotte à la main, c'est comme si elle vous donnait un ticket pour un tour de manège, pour un tour de caresse, si on peut dire. Et quand on fait ça, du coup, le chat s'aperçoit qu'il peut contrôler la façon dont il est touché. Il ne faut pas lui imposer la caresse. C'est très intéressant ce que vous dites. Il ne faut pas lui imposer la caresse. Il y a beaucoup de chats qui deviennent anxieux parce qu'ils n'arrivent pas à résoudre ce fait de pouvoir être proches de leur être d'attachement. Et il n'y a pas de doute que les humains sont des êtres d'attachement très importants pour les chats. Comme dans le témoignage de Christian, le chien peut aussi, ils peuvent très bien passer la barrière interspécifique.
Parce qu'en fait, pour les chats, souvent, le rapport le plus compliqué, c'est avec les autres chats. Mais ça, on en reparlera peut-être. Et donc, respecter ce fait que elle peut venir être à côté, être sur les genoux, et ça ne veut pas dire qu'elle veut être caressée, touchée, alors que pour un humain, généralement, si on monte sur les genoux de quelqu'un d'autre, c'est pas juste pour être là. C'est ça. On va donner la parole à Lisa maintenant. Bonjour Lisa. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous, Lisa, sur l'antenne de Sud Radio. Vous avez une petite chatte qui s'appelle Jade. Voilà, alors j'ai une petite chatte qui s'appelle Jade, qui a maintenant, non pas 6 ans, comme je l'ai dit, je m'excuse, mais le temps passe vite, elle a 7 ans et demi. Oui. Et c'est vraiment un grand bonheur. Alors, elle est très dynamique. À son âge, elle est ritualisée comme c'est pas possible. À cette heure-là, elle est en haut de son arbre à chat parce qu'il y a du soleil. La maison lui appartient, mais comme tous les chats. Comme tous les chats, oui, c'est clair. On habite chez son chat. On habite chez eux. Et alors, il s'est passé quelque chose d'assez drôle, malgré ce, au niveau du confinement. Donc, de temps en temps, je sortais le soir. Là, je ne le faisais plus. Et quand il m'est arrivé de sortir, c'était en dehors de ses habitudes, mademoiselle, et je me fais enguirlander. C'est vrai? Comme c'est pas possible quand je rentre tard. Alors c'est très simple. Elle court en long, en large, en travers, avec des yeux noirs là, et elle me miaule dessus. Ah oui. Carrément, elle me miaule parce que c'est trop tard, quoi. C'est pas son heure. Et Claude Beata, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que ça vous inspire, ce témoignage de Lisa? Alors, beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Premièrement, que la relation est belle et qu'elle apporte du bonheur. Hein. C'est ce que vous avez dit, et c'est quand même quelque chose que l'on voit le plus souvent. Hein. C'est-à-dire qu'avec cet animal qui n'est pas un animal qui a l'habitude de vivre en groupe, par contre, on peut établir des relations à deux qui sont extrêmement fortes, extrêmement puissantes. Après, vous l'avez décrite comme très active. Je voulais juste rappeler qu'effectivement, cette affection comportementale existe aussi chez le chat, comme chez le chien, comme chez l'enfant, qu'on appelle l'hyperactivité. Et si vous avez un chaton qui est maladroit, un chaton qui griffe trop sans être agressif, mais qui fait mal quand il prend contact, il faut penser à le montrer parce que c'est des choses qui se règlent bien. Ça, c'est un point important. Et du coup, ça pourrait expliquer que, effectivement, les chats aimant bien ces rituels parce qu'ils organisent leur territoire et ils organisent des rendez-vous dans ce territoire. Hein. Il y a des endroits dévolus à la rencontre. Alors, en fait, je ne pense pas que les chats sont propriétaires de nos maisons. Je pense que les chats, leur point d'équilibre principal, c'est d'organiser un lieu de vie qui soit harmonieux pour eux. Mais après, je ne crois pas du tout qu'ils ont un sentiment de c'est à moi, je veux pas qu'on me le pas du tout. Je crois que si on respecte les différents champs, le champ d'activité, le champ pour se reposer, le champ pour alimenter, les chats vont très bien et sont prêts à partager leur lieu de vie avec d'autres personnes. Et là, eh bien, cette chose qui sort de l'ordinaire, en fait, active la chatte par anxiété. Hein. Et donc, évidemment, la seule personne à qui elle va le manifester, c'est en même temps la personne qui est l'être d'attachement. Mais donc, on peut voir des poussées comme ça d'anxiété intermittente, et dans certains cas, ça débouche sur des attaques sur les personnes. Hein, donc là, c'est pas le cas. Il y a juste les feulements, etc. Elle est pas bien. Hein, et c'est pas. Alors, c'est toujours difficile de pas l'interpréter comme de la colère ou quoi, mais il faut plus le ressentir comme le chat n'étant pas en équilibre, étant anxieux à ce moment-là, et le manifestant de façon productive et sonore. Eh bien voilà, Lisa, une explication à ce comportement. Merci, merci Lisa pour votre témoignage. Alors, j'aurais voulu faire une petite parenthèse. Rapidement, Lisa. Écoutez, au niveau de la maltraitance des chats, parce que quand j'étais plus jeune, j'adoptais régulièrement des chats qui étaient maltraités, et j'ai eu une petite fifine qui avait été mise dans une boîte à chaussures fermée avec le couvercle, avec sa sœur ou son frère, qui est mort. Et moi, je suis arrivée à ce moment-là, j'étais infirmière libérale à l'époque. Bon, j'ai récupéré ce chat. Et ce chat n'a jamais été très anxieux. Il était pas bien du tout par rapport aux autres. Et un jour, j'ai eu un grave problème de santé et j'avais du mal
sortir à marcher. J'avais été opérée d'un cancer. Et quelque temps après, en prenant la mignette dans mes bras, j'ai vu qu'elle avait une grosse boule à la patte. Je l'ai menée à la cuisse chez le vétérinaire. Elle a été opérée. Et il m'avait dit... je ne sais pas, parce que c'est très vascularisé au niveau de la patte. Il faudrait faire de la chimio à Maison-Alfort. Bon, je ne l'ai pas fait. Et elle a eu des contrôles. Et quelque temps après, toujours sous contrôle vétérinaire, elle n'avait plus rien. Plus. Tout était passé. Le véto m'a demandé, qu'est-ce que vous avez fait? Je dis, mais je la caresse et je lui parle beaucoup. Elle a remarché, moi aussi. Voilà. Bon, bah écoutez, merci pour ce témoignage, Lisa. C'est difficile d'apporter une explication très précise à cette situation bien particulière, mais en tout cas, merci pour ce très joli témoignage. Avant de donner la parole à Axel, qui elle aussi veut nous expliquer comment ça se passe chez elle avec ses chats, puisque je crois qu'elle a 2 chats. Claude Beata, de manière assez simple et succincte, en quoi le chat a changé de comportement ces derniers temps, en fait? Alors, il peut y avoir des comportements très particuliers qui ont changé, comme par exemple, on va revenir sur l'alimentation. Les chats n'ont pas le goût du sucre originalement, puisqu'ils mangent quasiment que des protéines, des proies, et à force de vivre avec l'humain, aujourd'hui, un quart des chats ont retrouvé de l'appétence et la capacité de détecter le sucré et de l'aimer. Et je suis sûr que si vous posez la question à certains de vos auditeurs, leurs chats mangent des fruits, mangent voire des bonbons, etc. Alors c'est pas très bon pour eux. Oui, c'est pas conseillé. Voilà, c'est pas conseillé, mais on voit que d'un seul coup les chats se mettent à faire ça. Et en même temps, et on pourrait faire un parallèle, évidemment, on a des chats de plus en plus. Alors, ils ne sont pas sociaux, mais ils sont sociables. On a des chats de plus en plus. Peut-être parce qu'on a justement orienter la sélection des chats vers les chats les plus coopératifs avec les humains qui les entourent. Alors, oui, sans doute un peu, mais ça, il faut bien dire aussi que quand même, hormis dans les élevages, et là, il faudrait, dans un autre type de maltraitance, parler des hypertypes et dire à quel point il ne faut pas adopter des chats qui sont trop typés. Oui, il faut expliquer. Les hypertypes, c'est quand on va chercher des caractéristiques physiques à l'extrême, voilà, comme les chats qui ont la face aplatie. Voilà, des personnes qui ont le nez qui est derrière les yeux, hein, donc il n'arrive plus à respirer et tout ça. Et donc, sinon, on a les chats dits européens, il n'y a pas beaucoup de sélection dessus parce qu'il y a une volonté de contrôle de la population parfaitement compréhensible de beaucoup stériliser. Et du coup, on adopte toujours plutôt des chats qui ont réussi à passer à travers les mailles de ce filet-là pour reproduire. Donc quand même, vous avez remarqué qu'au cours des dernières décennies, le chat a évolué. Tous les vétérinaires ont remarqué qu'ils ont, alors à la fois ils ont augmenté leurs compétences dans l'accueil et dans la manipulation du chat, et ils ont remarqué que les chats sont devenus plus faciles à manipuler. Et en même temps, on remarque toujours que ça reste fondamentalement ce caractère de prédateur-proie, et que si une fois ça se passe mal, c'est très compliqué à récupérer, et c'est vrai aussi en famille, parce que les chats n'ont pas de possibilité de réconciliation. Ah, très important ça aussi, cette notion. On va donner la parole à Axel. Bonjour Axel. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin sur l'antenne de Sud Radio. Avec plaisir. Axel, vous avez 2 chats. Oui, c'est ça. Comment ça se passe chez vous avec les 2 J'ai la maman et le fils. Donc la maman qui a environ 6 ans et son fils qu'elle a eu à 2 ans, donc il a 4 ans. Et alors c'est assez particulier parce que moi je l'ai gardée parce que je voulais pas qu'elle reste seule en fait. Et en fait ils ne s'entendent pas du tout tous les deux. Donc lui est vraiment comment dire, il a vraiment le goût du jeu et depuis toujours il veut jouer avec elle sauf qu'elle a pas envie. Et il est assez pâteau, du coup un peu même avec nous il a du mal à rentrer les griffes. Donc elle apprécie pas du tout et du coup elle fait que lui feuler à chaque fois qu'il s'approche et bon c'est un peu un échec hein, du coup. Alors on va essayer de vous donner un conseil très pratique. On marque une courte pause et on se retrouvera après, toujours en compagnie du docteur Claude Beata pour ses explications.
Bienvenue sur l'antenne de Sud Radio. Si vous nous rejoignez à l'instant, nous sommes en train de parler des chats. Le chat, l'animal préféré des Français, 15 millions de chats en France. Et cet engouement pour les chats a des conséquences, notamment sur leur comportement de plus en plus proche de l'être humain, des êtres humains qui vivent avec eux. On en parle en compagnie du docteur Claude Beata, vétérinaire comportementaliste. Et nous étions également en compagnie d'Axel. Vous êtes toujours là, Axel ? Oui. Axel, donc vous avez 2 chats, la maman et le fils, et les 2 ne s'entendent pas. Claude Beata, qu'est-ce que l'on peut donner comme explication à Axel et peut-être aussi comme conseil ? Alors, le cas des 2 chats d'Axel, il est très caractéristique, avec aussi la déception qui va avec. Nous, espèce sociale, très familiale, habituée à ce que les liens perdurent, chez les chats, c'est pas vrai. Autant les mères sont d'excellentes mères, d'excellentes éducatrices, autant quand le chaton est arrivé ensuite à maturité, il devient un chat adulte, et comme je vous le disais tout à l'heure, en fait la superposition des lieux de vie dans la maison, la superposition des territoires crée souvent des conflits entre les chats, et en France la moyenne c'est 1,67 chats par personne qui a des chats, c'est-à-dire les gens ont plus facilement 2 chats, et on a énormément de problèmes de cohabitation. D'ailleurs, est-ce que c'est bien d'avoir 2 chats pour leur santé mentale ? En fait, parfois, dès qu'on dit une généralité, en chat, on dit une bêtise. Donc, parfois, ça leur fait très plaisir. Ça redonne des coups de jeunes à des vieux, etc. Mais on va dire, en moyenne, on n'est pas sûr du tout que ça va leur faire plaisir. D'accord. En fait, on amène un intrus ou on laisse un intrus dans leur lieu de vie. Et il faut faire très attention à pouvoir protéger, par exemple, que la chatte ait son champ d'isolement qui soit protégé des intrusions du petit. C'est ça le conseil qu'on peut donner à Axel. Et là, dans ce que nous dit Axel, en plus, le petit, il a l'air très, très, très vif, très intrusif, ne contrôlant pas ses griffes. Et donc, si la chatte, elle est une chatte calme, évidemment, il faut arriver à faire respecter les lieux d'isolement, séparer les lieux d'isolement. On peut utiliser des chatières électroniques. Et puis surtout, il ne faut pas hésiter à montrer ces animaux, parce que si un des 2 ou les 2, parfois, sont dans un état pathologique, il faut les traiter. Bon, écoutez Axel, donc vous voyez, le lien de filiation n'est pas quelque chose qui perdure chez nos amis les chats. Donc ça explique aussi cette attitude. Donc à savoir qu'elle aurait peut-être été mieux seule, en fait. J'aurais peut-être pas dû regarder, je sais pas. Oui, ce que vous avez fait, c'est bien. Il faut. Mais après, effectivement, pour les chats, c'est pas un coup sûr. Voilà. Oui, voilà. Et si vous lui protégez bien ces endroits de repos des intrusions du petit, les choses peuvent s'améliorer lentement. Voilà, c'est la voie d'amélioration qu'il faut essayer de trouver, Axel. Merci pour votre témoignage, en tout cas. Je vous souhaite un très bon week-end, Axel. Merci infiniment à vous, Claude Beata. C'était passionnant. On aurait aimé rester avec vous beaucoup plus longtemps parce qu'il y avait encore beaucoup de choses à dire sur nos amis les chats. Claude, vous sortez un livre qui s'annonce tout aussi passionnant, qui va s'appeler « Les chats nous rendent fous d'amour », surtout. Alors, en fait. En principe, il devrait s'appeler « La folie des chats ». Ah, la folie des chats, très bien. Pour dire 2 choses, pour dire que nous sommes fous de nos chats, et pour souligner aussi que les chats peuvent souffrir de troubles comportementaux et qu'on peut les aider. Eh bien, parfait. Ce sera fin avril, si je ne dis pas de bêtises cette fois. Bon, merci à vous, Claude Beata. On aura l'occasion de vous recevoir à nouveau à l'occasion de la sortie de cet ouvrage. Avec grand plaisir. Merci, très bon week-end à vous également. Sans aucune transition, nous allons passer à notre séquence à l'état sauvage. Sud Radio Vos Animaux, à l'état sauvage. Et j'ai le plaisir de recevoir pour cette séquence un photographe animalier dont vous connaissez très certainement le travail, Laurent Baheux. Bonjour Laurent. Bonjour Natacha. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin sur l'antenne de Sud Radio. Laurent, avec vous aujourd'hui, on va parler d'un géant menacé, c'est l'éléphant d'Afrique. L'éléphant fait certainement partie de vos sujets favoris. Oui, pas par hasard. Il s'agit d'un des plus iconiques animaux de la savane avec le lion. On ne peut pas imaginer l'Afrique ni sans lion, ni sans éléphant. Donc oui, c'est un de mes sujets favoris. Et puis c'est, faut le rappeler peut-être à nos auditeurs, c'est le plus gros des mammifères terrestres. Donc la rencontre avec un éléphant ou un troupeau d'éléphants n'est jamais anodine.
Ça fait maintenant un certain nombre d'années que vous parcourez le monde entier et notamment l'Afrique pour nous livrer ces photographies toujours magnifiques, hein, signées toujours avec ce noir et blanc extrêmement contrasté. Et à chaque fois que vous rencontrez une scène avec un éléphant, des éléphants, j'imagine qu'il y a une émotion toujours très particulière. Il y a énormément d'émotions, peut-être à l'image de cet énorme animal. C'est un animal qui me fascine, mais c'est surtout sa condition, moi, qui aujourd'hui a tendance à m'émouvoir parce qu'effectivement, vous l'avez dit, c'est un géant menacé. Hein, c'est un géant menacé par notre faute. Hein, donc, quand je dis nous, je m'inclus dedans. Hein, nous, humains, hein, nos activités ont un impact sur ces habitats naturels, sur ces animaux qui sont à l'état sauvage. Et donc oui, ça me touche et ça m'attriste. Et oui, ça fait 20 ans que je photographie. J'ai commencé ce travail-là en 2002. On est aujourd'hui en 2022. Donc ça fait 20 ans que j'ai ce privilège d'être spectateur privilégié de ce monde sauvage et notamment de ces rencontres avec ces grands mammifères. C'est vrai que les populations d'éléphants en Afrique déclinent hein, depuis plusieurs décennies maintenant, jusqu'à devenir en danger critique d'extinction en ce qui concerne l'éléphant de la forêt, des forêts, pardon, et en danger selon la liste rouge de l'UICN pour l'éléphant de savane. Vous parliez de l'impact de l'être humain. Les principales explications qui nous permettent de comprendre pourquoi l'éléphant est aujourd'hui autant menacé, c'est quoi? Principalement, pour être concret, c'est le braconnage. Le braconnage, toujours en premier lieu en premier lieu, je ne saurais pas forcément le catégoriser. Au moins aussi présent, c'est la destruction et la fragmentation de leur habitat. Parce que effectivement, oui, les éléphants sont menacés. C'est pas moi qui le dis. Hein, vous avez parlé d'experts, de scientifiques. Effectivement, l'UICN répertorie ça très bien et on a compté que la population d'éléphants de savane avait diminué de 60% en 50 ans et ceux de forêt de 86% en 30 ans. Donc c'est juste terrible, c'est un constat terrible et qui s'inscrit, je crois, aujourd'hui dans l'époque qu'on traverse. On est dans un déni généralisé au niveau des médias, au niveau de la politique. Donc merci d'en parler, Natacha, parce qu'on a un déni de la crise de biodiversité qu'on traverse aujourd'hui. Oui, même sur des espèces aussi emblématiques que l'éléphant, parce que parfois il est difficile hein, d'intéresser le grand public, les médias avec des espèces moins emblématiques. Mais là, l'éléphant, ça parle à tout le monde, ça fait rêver tout le monde. Et pourtant, effectivement, on ne le dit pas assez, ces animaux sont en train de disparaître tout simplement de notre planète. Hein. Exact, on a du mal aujourd'hui, enfin on a plus que du mal, on n'arrive plus à cohabiter avec le monde sauvage, avec les autres espèces. On le voit partout, on le voit aussi sur notre territoire avec les prédateurs, avec le loup, avec l'ours, etc. Donc l'éléphant n'échappe pas malheureusement à cette situation qui est mondialisée, hein, et voilà, on détruit partout les territoires parce qu'on prend la place pour nos activités, pour exploiter les ressources, etc. Donc partout, on avance aujourd'hui comme un bulldozer, la nature recule et les animaux disparaissent. Voilà, vous qui êtes un grand voyageur, est-ce qu'il y a des pays d'Afrique qui quand même s'impliquent beaucoup pour préserver ces animaux, qui font des efforts importants de conservation? Pour essayer quand même aussi de voir le bon côté des choses. Bien sûr, il y en a, mais vous savez, oui, bien sûr, il y en a. Il y en a, il n'y a pas qu'un constat triste mais c'est difficile aujourd'hui de rester positif et enfin moi je suis un éternel optimiste important, hein, mais c'est difficile aujourd'hui de rester positif devant surtout la façon dont les gens ne veulent pas voir en fait cette espèce d'aveuglement, ce déni dont je parlais.
on sait aujourd'hui, on peut plus dire qu'on ne sait pas, quoi. On sait parce que les experts nous alertent. Ce ne sont pas des fake news, hein, ce sont des faits, ce sont des chiffres, c'est une réalité. On a les preuves sous le nez et on regarde ailleurs, quoi. C'est ça qui me. C'est un cri du cœur que vous lancez ce matin, Laurent Baheux. Ben ça me met vraiment en colère, en fait, parce qu'on sait ce qui se passe, on sait ce qu'il faudrait faire. Et on ne le fait pas, donc voilà, c'est rageant, quoi, c'est rageant. Alors, au-delà de cette rage qu'il est évidemment important d'exprimer, parce que c'est vrai que vous avez en plus une force de conviction de par votre engagement sur le terrain, de par ces images incroyables que vous nous ramenez. Moi, j'aimerais que vous nous racontiez l'une des photographies de votre ouvrage Éléphant, pour nous expliquer finalement un beau moment parmi ces multiples rencontres que vous avez pu faire avec cet animal fascinant. Il y en a tellement, c'est pas facile d'en garder une. Ah bah deux alors, allez Laurent. Emmenez-nous avec vous, faites-nous voyager aussi ce matin sur l'antenne de Sud Radio. J'en ai une en tête et que j'ai pris vraiment comme un cadeau que la nature m'offrait, parce que c'était le jour de mon anniversaire. Je suis né un 27 mars. Et le 27 mars 2006, j'étais dans le Masai Mara, au sud du Kenya, pas loin de la frontière avec la Tanzanie, donc dans un espace très très savanneux, hein, une savane arbustive, donc assez avec peu d'arbres, mais avec à l'époque il y avait encore pas mal d'éléphants. Il y en a encore. Hein. On va rester positif. J'y suis retourné la dernière fois en octobre et j'ai encore photographié des éléphants au même endroit. Donc il y en a toujours. Ils sont là. Et puis ce troupeau-là qui marchait sous mes yeux s'est aligné à la queue leu-leu, presque se tenant la queue avec la trompe. Les grands comme les petits se sont alignés dans le paysage comme ça, ont composé un tableau rêvé, un moment comme ça, un instant figé, hors du temps, et avec juste la silhouette d'un arbre au milieu de la savane, comme ça, très graphique. Un moment magique. Un moment magique, c'est exactement pour ça que moi j'ai toujours rêvé de ça quand j'ai eu envie d'aller en Afrique, et j'en rêve toujours chaque fois que j'y retourne, parce que je sais que ces moments magiques existent pour les avoir vécus, et c'est tout le plaisir de la photographie, et voilà. Mais au-delà de mes images, pour parler du livre, j'aurais voulu mettre en avant aussi le formidable texte de Romain Gary que j'ai repris dans ce livre, La lettre à l'éléphant, Romain Gary, qui est, pour ceux qui ne connaissent pas, qui est un écrivain qui était vraiment visionnaire, parce qu'en 1968, il a écrit un texte qui s'appelle La lettre à l'éléphant, que vous retrouvez dans mon livre, où il dit des choses incroyables. C'est-à-dire qu'il dit déjà à l'époque, en 1968, hein, c'était il y a plus de 50 ans. Hein. Ouais, et à l'époque, on ne s'intéressait pas vraiment au sujet d'ailleurs. Pas vraiment, mais il disait déjà, il n'est pas douteux que votre disparition, en parlant des éléphants, signifiera le commencement d'un monde entièrement fait pour l'homme. Mais laissez-moi vous dire ceci, mon vieil ami, dans un monde entièrement fait pour l'homme, il se pourrait bien qu'il n'y ait pas non plus place pour l'homme. Mais il dit aussi quelque chose pour contrecarrer ça. Tout n'est pas encore perdu. Et j'aimerais aller dans ce sens-là, et j'y crois toujours. Tout n'est pas encore perdu. Le dernier espoir de liberté ne s'est pas encore complètement évanoui. Si nous cessons de détruire les éléphants, peut-être réussirons-nous également à protéger notre propre espèce contre nos entreprises d'extermination. C'est vrai qu'aujourd'hui, ces propos résonnent d'une manière tout à fait particulière. C'est incroyable, c'est incroyable. Et on en est, ils sont incroyable de clairvoyance par rapport à ce que l'on vit 50 ans après, effectivement. 50 ans après, et pour donner de l'espoir à nos auditeurs, il faut garder ça en tête, que la nature a un formidable pouvoir de résilience. Les espèces animales, végétales, on l'a vu pendant le premier confinement. Très vite, les animaux vont reconquérir les territoires dès l'instant où on les laisse en paix. Donc, ayons toujours ça en tête. Prenons conscience de ça,
laissons-leur de la place, quoi. Laissons-leur de la place. Eh bien, merci beaucoup Laurent Baheux pour ce cri de colère et en même temps cette note d'espoir si on essaie de voir les choses positivement. La nature est incroyablement résiliente si on lui donne sa chance. Merci à vous Laurent. Éléphant, un ouvrage à découvrir sans aucune modération. On marque à nouveau une courte pause et on se retrouve d'ici quelques minutes pour parler des ânes. Sud Radio Vos Animaux, c'est votre histoire. Et mon invité dans C'est votre histoire est ânier professionnel. Bonjour Gilles Lemaire. Oui, bonjour. Merci beaucoup Gilles d'être avec nous. Vous faites un métier qui est très peu connu, ânier. Ça veut dire quoi exactement ? Alors effectivement, il est très peu connu, il n'y a plus beaucoup d'âniers en France. Ânier, ça veut dire que je travaille avec des ânes. Oui. Et ma femme Sandrine, elle est ânière, et voilà, donc ça c'est le féminin de ânier. Et même quand vous avez des villes qui s'appellent ânières, ça veut dire qu'avant, il y avait des lieux où on a des marchés aux ânes. C'est pour ça que les villes s'appellent ânières. Eh bien, merci pour cette info sur le nom des villes. Effectivement, on comprend bien l'étymologie de ces noms. Alors, être ânier, ça veut dire donc travailler avec des ânes. Vous travaillez en particulier en médiation animale. On sait que la médiation animale peut recourir à différents types d'espèces. Et en quoi l'âne est particulièrement adapté pour faire ce travail avec les personnes qui rencontrent des difficultés ? L'âne est un animal de garde, contrairement par exemple au cheval qui est un animal de fuite. Ça veut dire que l'âne, il est prêt, il n'a pas peur, donc il est prêt à rester sur place quand il y a un problème. Du coup, en médiation, ça se traduit par d'abord une analyse de la situation. L'âne, il a de l'empathie pour la personne, et puis après, à partir du moment où il se sent en sécurité, il va prendre en charge la personne. On dit en langage de médiation, on dit qu'il est absorbant. Ça permet aux gens de pas être jugés quand ils sont avec l'âne et surtout de pouvoir aller vers l'âne et se confier à l'âne. Est-ce que les ânes qui pratiquent la médiation animale, et d'ailleurs je vous laisserai peut-être nous réexpliquer brièvement ce qu'est la médiation animale pour être sûr que l'ensemble de nos auditeurs comprennent bien en quoi les ânes coopèrent dans ce travail-là. Est-ce que vos ânes suivent une formation particulière pour être acteurs de médiation animale ? Alors, nos ânes, ils travaillent tous les jours avec divers publics. Ça va des écoles aux randonneurs, en passant par je dirais, des conférences ou des animations. Et du coup, et aussi la médiation. Donc, on fait partie d'une fédération qui s'appelle Ânes et Randonnée. On fait de la randonnée, mais aussi de la médiation, parce que la médiation, c'est complémentaire. Et un âne qui fait de la médiation, il a besoin aussi de randonnée, de changer un peu les idées. Ouais. C'est quoi exactement la médiation animale, Gilles ? Donc, de manière simple. Alors, pour faire simple, la médiation animale, c'est mettre des personnes en situation de handicap ou de stress, on va dire, avec un animal, quel qu'il soit, et là, en l'occurrence, avec mes ânes. Donc moi je pratique la médiation asine. Alors médiation, je ne suis pas thérapeute, donc je ne fais pas d'asinothérapie. Je fais de la médiation asine, c'est-à-dire que moi je suis l'intermédiaire, je suis le médian entre la personne qui a besoin et mon animal qui est l'âne. Alors, donc votre public, ce sont des gens qui ont quel type de profil ? Je dirais ça va de tout type de handicap, de l'aveugle en passant par l'autiste, mais aussi des personnes qui sont en stress, en burn-out ou des enfants qui sont, je dirais, hyper actifs. Voilà, c'est l'âne il juge pas, donc tout le monde peut, je dirais même vous avez un petit coup de déprime, vous venez faire une petite balade avec un de mes ânes et ça va permettre, comme je dis toujours, avec leurs grandes oreilles, ils écoutent bien, mais ils répètent rien. Donc ça, c'est l'intérêt de l'âne. Et comment se déroulent les séances ? Alors, les séances, je vais les adapter selon les divers types de handicap. Par exemple, quand j'interviens avec des aveugles, il y a d'abord, en règle générale, il y a toujours une approche de l'âne. Donc, on va l'approcher, alors, dans le cadre des gens malvoyants ou aveugles, on va l'approcher au toucher, à l'odeur, mais sinon, les autres personnes vont l'approcher en le caressant. Puis après, on va
ce qu'on appelle le panser, c'est-à-dire le brosser, pour créer un contact un peu plus fort avec l'animal. Donc on va utiliser différents types de brosses, des brosses souples, des brosses dures, et puis surtout on va prendre le temps, parce que avec l'âne, hein, il faut marcher à son pas, au pas de l'âne. Donc on prend le temps de rentrer en contact avec cet animal. Et puis après, moi je suis pour de la médiation un peu active, c'est-à-dire qu'après on va toujours sortir pour aller faire un petit tour. J'habite au milieu de la campagne, pour aller faire un petit tour dans la campagne. Même des fois j'ai des personnes à mobilité réduite qui sont en fauteuil roulant, ils vont les brosser pareil, et puis on va aller se promener, le fauteuil roulant à côté de l'âne, et puis marcher au pas de l'âne, à la fois être dans la campagne et avec cet animal. Et quels sont les retours qui vous sont faits par les gens qui participent à ces séances ? Alors les retours sont assez, je dirais assez positifs. Ce qui me marque souvent, c'est quand j'entame des séries de séances, 5 ou 6 séances avec les mêmes personnes, avec divers handicaps, c'est que généralement à la 2e ou 3e séance, j'ai les psychologues qui les suivent, qui viennent me voir parce que ils me demandent ma formation, et j'ai pas de formation spécifique, mais non plus. Hein. On est juste, on travaille sur l'empathie, mais voilà, on n'a pas de formation spécifique. On utilise juste notre empathie et notre façon d'être. Moi, j'appelle ça la zen attitude. La zen attitude. et donc, que vous disent les psychologues alors au bout de quelques séances, ou tout simplement les gens qui participent aux séances? C'est qu'en fait les personnes... Est-ce qu'elles se sentent mieux, ces personnes, tout simplement? Les personnes se sentent mieux, ou des fois j'ai des personnes qui communiquent absolument pas, hein, et du coup c'est les encadrants qui me disent tiens, là il a souri, c'est étonnant, il ne souriait plus depuis un certain temps. Voilà, donc on a des réactions de personnes. Moi je crois que ce qui m'a le plus marqué et ce qui m'a mis je dirais dans l'idée de faire de la médiation, c'était un petit enfant, c'était un petit Africain qui avait une 12aine d'années, qui était enfant guerrier, qui venait d'arriver en France depuis 1 an, et qui depuis, un enfant guerrier en Afrique, c'est un enfant qui a fait la guerre, hein, donc qui ne parlait plus. Mm-hmm. Et puis je vois que cet enfant, il matche avec un de mes ânes. Et donc on marche à côté de mes ânes, on monte pas sur les ânes, et puis voilà, je le laisse un peu plus longtemps que les autres, et puis à la fin je lui dis écoute, tu pourrais remercier l'âne parce qu'il a passé plus de temps avec toi, et là à ce moment-là, et à chaque fois que j'en parle j'ai toujours beaucoup d'émotions, c'est cet enfant a pris l'âne dans ses bras et lui a parlé en disant je t'aime, et depuis cet enfant parle. Voilà, donc là c'est pas explicable, mais c'est ce qui se passe assez régulièrement avec mes ânes. Alors pas aussi flagrant que de se mettre à parler. Sûr. Mais des sourires. Mais c'est vrai que c'est très émouvant d'imaginer cette scène avec cet enfant qui finalement retrouve le goût du contact avec un être vivant. Exactement. C'est assez incroyable. Hein. C'est incroyable, et c'est surtout, l'animal ne juge pas. Et ça, nous, quand je travaille par exemple avec des schizophrènes, ils ont du mal à s'occuper d'eux. Et du coup, on essaye de les faire s'occuper de quelqu'un d'autre, mais ils ne peuvent pas s'occuper d'une personne parce qu'elle va le juger. Et du coup, en s'occupant des ânes, ils vont pouvoir s'occuper de l'âne, après du coup s'occuper d'eux, et surtout, ils ne seront pas jugés sur leur action. Alors, c'est vrai que la médiation animale, de manière générale, utilise ce ressort-là qui est l'animal ne juge pas. Mais l'âne a peut-être un atout supplémentaire par rapport à d'autres espèces. Il y a un espèce de côté très sympathique de l'âne, en fait. C'est un espèce de gros nounours qu'on a envie de cajoler, de prendre dans ses bras, non ? Ah exactement. C'est un animal qui... Moi, je suis très fan des ânes, personnellement, mais... Et effectivement, l'âne, quand il est bien, par exemple, vous prenez sa tête dans vos bras, et au bout de quelques secondes, elle pèse 1 tonne parce qu'il s'est posé et vous fait un gros câlin. Ouais. On peut, avec des ânes, faire des gros câlins. Contrairement, par exemple, aux chevaux qui restent toujours un peu attentifs à je dois m'enfuir. L'âne, lui, quand il est posé, il se laisse aller, il fait le câlin. Alors, il faut faire attention qu'il envahisse pas trop, hein, parce que c'est plus gros qu'un cochon d'Inde ou un chat pour une médiation. Combien on a d'ânes en France, Gilles Lemaire ? Vous savez ça ? Vous connaissez le chiffre ? Non, je connais pas le chiffre, mais
on n'a pas énormément d'ânes. Hein. Si je prends par exemple à peu près le chiffre de moi j'habite en région parisienne, hein, du côté de Cergy-Pontoise, et si je prends la région parisienne, il y a à peu près 20 000 chevaux en région parisienne, et s'il y a 200-300 ânes, c'est le grand maximum. C'est pour ça que l'âne est moins connu que le cheval, par exemple. On est sur les âniers à la Fédération Âne et Randonnée, on est 60 âniers professionnels sur toute la France. Eh bien, merci Gilles Lemaire d'être venu nous parler de votre métier et de cet animal ô combien sympathique. Allez, c'est la fin de vos animaux. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous souhaite un excellent week-end et surtout restez à l'écoute de Sud Radio.